Franck Jotel. Donc, merci vraiment au Secours catholique qui a mis à disposition toute cette logistique pour que l'on puisse parler avec Danger et Franck qui se trouvent aux États-Unis d'Amérique. Franck? Oui. C'est à toi. D'accord. Donc, j'aimerais tout simplement dire que Landry Amin Washington est un ami de longue date. Je l'ai connu en 2009. En fait, notre amitié a commencé après l'élection présidentielle de 2009. Il m'a approché parce que, à ce moment précis, là, mon petit frère Mike Jotel avait énormément de problèmes avec le régime en place, Ali Bongo, c'est-à-dire il était un peu pourchassé un peu partout. On venait souvent dans sa maison, on venait aussi dans son église, on voulait l'arrêter. Il a dû en fait même se cacher pendant plusieurs jours. Et donc Landry m'a approché en disant, écoute, voilà ce qu'on peut faire, écoute, toute information que tu as qui transpire du Gabon, donne-les-moi, on va les poster sur le site web de la Maison Blanche, on va le poster sur les sites web de CNN, c'est-à-dire on va faire du maximum de bruit pour que le monde entier sache ce qui nous arrive. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai rencontré Landry Amin Washington, un homme qui aime beaucoup son pays, bien entendu qui veut, comme la majorité des Gabonais, voir son pays libéré, et donc qui lutte jusqu'à présent pour la libération de son pays. Donc il s'est rendu au Gabon justement parce qu'il voulait s'assurer sur place que le changement au Gabon allait venir. Et donc, il a dit à tout le monde qu'il venait tel jour, à telle heure, etc. Et quand il est arrivé au Gabon, malheureusement, il a été arrêté en zone internationale et jusqu'à présent, il est en prison. Ce que l'on déplore en ce qui concerne Landry Amin Washington, c'est que jusqu'à présent, il n'a pas été jugé. Ce que l'on déplore, c'est qu'en fait, on soupçonne et on est convaincu que la raison pour laquelle il a été mis en prison, c'est à cause de ses convictions politiques. Landry faisait pratiquement des vidéos, pratiquement toutes les semaines, il faisait au moins une vidéo où il critiquait ouvertement et sans tabou les abus du régime. Donc je pense aujourd'hui que c'est les raisons pour lesquelles il se trouve dans les geôles d'Ali Bongo. Bon, maintenant, je suis surpris d'entendre qu'au Gabon, on veut nous faire croire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Voilà un jeune homme qui a la liberté, qui veut s'exprimer, qui veut dire ce qui ne va pas dans son pays, qui dénonce des abus et qui maintenant, malheureusement, se retrouve en prison. Donc, en gros, Landry Washington, voilà le personnage. Le personnage, j'espère que c'est clair pour les personnes qui ne le connaissaient pas avant. S'il y a des questions plus tard, je suis disponible pour pouvoir répondre aux questions. Donc, Laurent, je te redonne la parole. Merci Franck. Merci beaucoup pour ton témoignage. Donc, on va écouter Fernande, la sœur de Bertrand Zibi, pour comprendre ceux qui... Il y en a peut-être dans la salle qui ne savent pas de quoi on parle, qui ne savent pas qui est Bertrand, qu'est-ce qu'il a fait. Mais ce que Bertrand Zibi a fait dans une dictature, c'est énorme. Et ça justifie le fait qu'il soit aujourd'hui arrêté, contrairement à ce que le pouvoir veut nous faire croire. Donc Fernande peut commencer à parler le temps que Caleb affiche la vidéo. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Fernande Samabégué, la sœur de Bertrand Zibi Abégué, qui est arrêté depuis le 31 août, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2016. Donc il a été arrêté au quartier général de Jamping à l'issue des résultats de l'élection présidentielle. Alors en effet, rien que l'arrestation en elle-même, elle est politique, puisqu'il a été arrêté dans un quartier général qui normalement bénéficie de l'immunité politique, mais ce n'était pas le cas. Pendant environ bien 15 jours, on n'a pas eu de nouvelles, on n'arrivait pas à savoir où il se trouvait, s'il était vivant, dans quelles conditions, où il était. Et donc la famille au pays a mené des investigations, on a été dans des morgues, on a visité toutes les morgues de Libreville, les prisons, on n'arrivait pas à savoir où il était. Finalement, on a su qu'il était détenu dans l'équivalent de la prison politique où on détient les opposants,
À partir de fin septembre, on a pu commencer à avoir de ses nouvelles. Il était, d'ailleurs, il y a une vidéo qui a circulé avec mon petit frère qui le filme et lui fait dire quelques mots, notamment le jour de la vidéo. Et on voit qu'il est totalement hagard et épuisé. Et en effet, il n'avait pas mangé ni bu depuis 5 jours. Par la suite, maintenant, on arrive à communiquer avec lui. Il nous explique que le mois de septembre, il a subi des tortures, mais dont il ne peut même pas parler pour l'instant. Donc depuis le 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, Bertrand n'a pas été présenté devant un juge. Il a de nombreux avocats, des avocats en France, des avocats au Gabon. Il n'a pas pu se faire entendre. On ne sait pas précisément quels sont les chefs d'inculpation, ce qu'on lui reproche, si ce n'est apparemment la prétendue détention d'armes qu'on aurait trouvé dans un de ses chantiers. Et évidemment, il le nie en bloc et de toutes les façons, ça a été démontré que c'était une mascarade puisque l'auteur de la personne qui a posé l'arme s'est ensuite dédié. Bertrand était député. Il a la nationalité américaine, il avait largement les moyens de se procurer une arme s'il en avait envie, ce qui n'est absolument pas le cas. Il n'aurait pas eu besoin de passer par un... Je n'ai pas envie de qualifier cette personne. Mais donc c'est la seule accusation qui repose pour l'instant. On suppose qu'il est en détention provisoire, il n'a pas vu de juge. Donc on ne sait pas précisément, il est impatient de se faire... De passer devant le juge, de défendre son honneur et il est, je l'ai encore eu dimanche au téléphone, je pense que ceux qui le connaissent, il est motivé, il récuse totalement les accusations qui sont portées contre lui et lui se définit comme ce qu'il est, c'est-à-dire un prisonnier politique et il a envie de se faire entendre par les autorités judiciaires du Gabon. Et donc nous restons très mobilisés et on vous remercie de ne pas l'oublier parce qu'il vit quand même dans des conditions de détention difficiles. Il a manqué de peu une tentative d'empoisonnement au mois d'octobre. Et maintenant, les autorités américaines et françaises vont lui rendre de temps en temps visite. Ça reste quand même quelqu'un qui est en prison. Donc le mois dernier, il a participé au mouvement social des enseignants. Il a adressé 1 million de francs CFA. Tout de suite après, on n'a plus pu le voir. Donc c'est vraiment, on peut le voir, on ne sait jamais si on peut le voir ou pas. Donc c'est au bon vouloir, on arrive, on peut le voir. Des fois on arrive, on ne peut pas le voir et on ne sait pas pourquoi. Donc c'est quand même des conditions de détention arbitraires. Et on souhaite que s'il le faut, qu'il soit entendu devant le juge ou en tout état de cause, on demande sa libération. Merci. Ils avaient planifié de tuer des Gabonais. Et c'est là que Bertrand a dit non. En fait, ils avaient déjà planifié qu'ils allaient faire le passage en force à l'élection présidentielle et que s'il fallait massacrer des Gabonais pour se maintenir au pouvoir, ils le feraient. Et c'est ce pas-là que Bertrand a refusé de franchir. Et lorsqu'ils sont arrivés au quartier général de Jean-Ping la nuit du 31 au 1er, lorsqu'ils ont fracassé les portes, ils ont tué les gens, ils ont simplement dit « Nous voulons Bertrand Zibi ». Si Bertrand ne sort pas, on tue tout le monde. Et Bertrand s'est rendu, ils lui ont mis une cagoule sur la tête, ils l'ont menotté et emmené. Et ils veulent nous faire croire que ce n'est pas une arrestation politique. On va poursuivre avec les témoignages. Je vais passer la parole à Bienvenue Mengue, justement, qui était le soir du 31 août 2016 au quartier général de Jean-Ping, le soir de l'attaque. Bonjour à tous, je m'appelle Bienvenue Mengue. Merci à Laurence Dong de m'avoir permis d'apporter mon témoignage. En effet, j'ai passé la journée au QG, la journée du 31 août 2016 au QG parce que nous attendions les résultats de l'élection présidentielle. À la base, je ne milite pas, je ne fais pas de politique, mais c'était vraiment dans l'engouement collectif, nous voulions le changement. Donc moi je me suis rendue au QG parce que je connais très bien M. Nzibi, donc je me suis rendue au QG et lorsque les émeutes ont commencé, les policiers ont commencé, il m'a invité à rentrer dans l'immeuble. Donc je suis rentrée dans l'immeuble. Mais les personnes qui étaient à l'extérieur, elles ont été beaucoup plus exposées que nous qui étions dans l'immeuble.
Donc à partir de les élections, enfin les résultats sont tombés à partir de 17h, je crois, 17h moins. Donc, mais les bombardements ont réellement commencé à la tombée de la nuit. Nous avions, il y avait un hélicoptère qui tournoyait constamment au-dessus de l'immeuble. Nous entendions, il y avait un bruit assourdissant. En fait, c'était pour défoncer la porte blindée de l'immeuble de M. Pigne. Alors j'entendais des balles, j'entendais des personnes crier, des personnes pleurer. J'étais terrorisée, complètement terrorisée, je n'avais jamais vu ça. Et je ne m'imaginais pas que j'allais vivre cela. Je pense que la plupart d'entre nous, si nous avions anticipé ça, nous ne serions pas venus. Ça me paraît une évidence maintenant. Donc nous avons été bombardés toute la nuit. Donc, le lendemain matin, quand on a arrêté Bertrand Zibi, j'ai vu quand on l'a arrêté. On l'a arrêté, on l'a emmené, mais je ne comprenais pas que c'était une arrestation. Pour moi, c'était une simple formalité. Pour moi, on allait le relâcher dans les quelques heures ou les quelques minutes qui suivent. On l'a arrêté, on l'a emmené. Moi, on m'a récupéré, on m'a mise avec les responsables. Et on a récupéré tout ce qui était dans l'espace dans lequel nous étions. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient trouver, je ne sais pas du tout. Mais il n'y avait rien de spécial. Il n'y avait franchement rien de spécial dans la pièce dans laquelle nous étions. Donc on nous a mis avec les responsables. Et au bout de 2 jours, les principaux responsables ont été libérés au bout de 2 jours. Nous, on a été libérés au bout de 24 heures, parce que nous n'étions pas la cible des attaques. Donc voilà, moi j'ai été libérée, j'ai passé toute la nuit du 31 et toute la journée du 1er. J'ai été libérée, il était minuit moins. Nous étions 2 ou 3 à être libérés. Le reste, ils sont sortis le lendemain. Mais je vous assure que j'ai passé 3 jours, j'arrivais ni à manger, ni à boire, j'étais dans un autre monde, j'étais terrorisée. Et après, le lundi matin, je me suis rendue à mon travail et la rumeur m'avait déjà précédée. J'ai eu beaucoup d'ennuis au travail. C'est-à-dire que ce qui se passe au Gabon en ce moment, on parle des prisonniers, c'est vrai. Mais il y a aussi il y a des dégâts beaucoup plus invisibles. Toutes les personnes qui ont été fichées, entre guillemets, ont eu des problèmes dans leur vie de façon quotidienne, de façon générale. Moi, j'ai eu des problèmes à mon travail, par exemple. Donc là, mon témoignage sert à vraiment, si je témoigne, c'est vraiment pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Eux, ils ont leur intégrité physique qui est menacée. Nous, ça va un petit peu mieux. Mais vraiment, on a vraiment beaucoup de peine pour Bertrand et puis pour Landry Washington aussi. C'est vraiment, il faut que ça s'arrête. Et pour eux, et pour nous qui vivons dans la peur, nous sommes tout le temps terrorisés. En tout cas, une comme moi. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à apporter un petit peu mon témoignage par rapport à ce que j'ai vécu. Et voilà, je vous remercie. Merci, bienvenue. Danger? Est-ce que Danger est là? Oui, je suis là. Voilà, ça va être à toi. Et on va mettre les photos. Comme ça, tu les verras en même temps que tu parles. D'accord. Donc, je vais commencer mon propos déjà. Je suis Christian Alex Kombe-Nyondo, ancien international gabonais, taekwondo, 5 fois champion du Gabon, 10 champions des États-Unis, champion au Brésil. Donc, en fait, c'est ce qui m'a permis d'être très connu au Gabon. Je suis aussi l'un des plus grands producteurs gabonais de hip-hop. Je suis aussi le premier créateur d'une marque de vêtements urbains au Gabon. Donc ça veut dire en fait que je tourne beaucoup autour de tout ce qui est jeunesse. Voilà. Alors mes propos ici vraiment, j'aimerais intervenir aujourd'hui vraiment parce que vivant aux États-Unis, nous sommes un peu inspirés par les principes de justice, de liberté et d'égalité. Par mon intervention aujourd'hui, j'aimerais aider mon pays à se mettre dans le paradigme du concert des nations par rapport à la démocratie, au respect des droits de l'homme, au droit à la dignité de chaque citoyen, qu'il soit respecté par des institutions justes et fortes, où la loi sera renforcée pour tous, quel que soit le sexe, le statut, l'ethnie, la religion, l'appartenance politique, voilà. Alors, j'ai été incarcéré à Libreville au Gabon en juillet 2015, le 7 juillet 2015. Et
vous savez, au Gabon, quand vous contestez le régime en place, quand vous dénoncez le régime en place, vous devenez tout de suite comme la peste, un ennemi, l'ennemi public du groupe 1. Et étant un homme d'affaires, ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui est dans les affaires, tout de suite vous prenez un coup. On peut vous faire tous les genres de montages possibles, puisqu'ils ont la loi avec eux, ils ont l'armée avec eux, ils ont tout de leur côté. Donc une affaire civile peut même se transformer en affaire criminelle, etc. Ils vont vous faire enfin n'importe quoi. Donc nous allons ici aller à ce que j'ai pu voir à l'intérieur de la prison de Libreville. Vous avez ici devant vous l'image d'un jeune Gabonais qui se trouve devant une grosse bassine et vous voyez un tuyau. Alors ce qui se passe ici, c'est que dans la prison centrale du Gabon, il n'y a pas d'eau potable. L'eau est donnée, on vous donne de l'eau selon l'humeur des gardiens de prison. Ils peuvent à 6 h du matin décider de faire passer ce tuyau d'eau sous la porte centrale du quartier des prisonniers. Ils font passer le tuyau et ils peuvent décider de le laisser là pour 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Donc chaque prisonnier devra alors venir prendre de l'eau. Et vous voyez les bassines, les grandes bassines, enfin comment on appelle ça encore? Les bidons qui sont derrière, voilà, appartiennent à des détenus. Il n'y a pas d'eau dans la prison, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ces gros bidons que vous voyez derrière. Donc ce jeune homme que vous voyez là, par exemple, a été chargé de prendre de l'eau pour une partie des prisonniers. Et chaque bidon sera rempli d'eau. Cela est inconcevable. Au XXIe siècle, il n'y a pas d'eau. L'eau qui est la vie, il n'y a pas ça dans une prison. Ici, vous avez l'image qui vient après, c'est encore quelque chose qui vous montre encore qu'il n'y a pas d'eau. Ça, c'est lorsque les parents viennent rendre visite, ils sont obligés d'amener de l'eau. Ils sont obligés d'amener de l'eau à leurs enfants. Maintenant, imaginez lorsque le détenu n'est pas, par exemple, de Libreville. C'est-à-dire, je vais vous dire, par exemple, si vous êtes arrêté à Paris, et que vous êtes par exemple de Marseille, qu'est-ce qui se passe? Alors vous restez sans eau pendant votre séjour? Donc vous serez obligé de faire plein de choses qui ne sont pas du tout dignes pour un être humain. Nous allons continuer avec la prochaine photo. Alors ici, vous avez, je ne la vois pas bien, si on peut la... Bon, vous peut-être vous la voyez. Ici vous avez par exemple ce qui se passe à midi. Ce sont les prisonniers qui sont en train de couper, là où ils ont les couteaux, voilà. Ils découpent la viande et le poisson. Voilà, voilà. Ça c'est dans la prison de Libreville. Alors qu'est-ce qui se passe vers les coups de 10 h du matin, les matons vont vous amener des sacs, des cartons de poulet ou de poisson, parce qu'on ne mange que du poisson, du poulet là-bas. Ils vous amènent ça cru, je dis bien cru, et on vous balance ça dans vos quartiers. Alors quand on vous balance ça dans vos quartiers, vous êtes maintenant en tant que détenu. Vous devez normalement on doit normalement vous nourrir. On doit nourrir un détenu. Vous êtes un détenu, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de droits de citoyen. Il y a une constitution quand même au Gabon qui donne des droits à un citoyen. Donc quand on est prisonnier, on est toujours citoyen. Donc on a droit à manger, on a droit à boire de l'eau. Alors là, les prisonniers eux-mêmes font la cuisine. Alors s'ils font la cuisine, il faut bien vous dire que, regardez bien, vous allez voir qu'il a un objet avec lui, dans la main, il y a un couteau. Donc il y a des objets tranchants dans cette prison. Ça veut dire que donc la sécurité des détenus n'est même pas garantie. Parce que déjà vous êtes plusieurs dans une cellule, ça veut dire que votre intégrité n'est pas protégée. Donc à n'importe quel instant, un détenu peut prendre un coup de poignard, peut prendre un coup de couteau. Heureusement encore, il y a une certaine solidarité entre les détenus. Là, ils sont obligés de décailler le poisson pour manger. Donc eux-mêmes, ils font leur cuisine. Alors, et encore là, je tiens à vous dire que si vous êtes un détenu qui vient de Marseille et vous êtes pris à Paris, si vous n'avez pas les condiments nécessaires pour faire votre plat, il pourrait arriver que vous soyez obligé d'aller vous prostituer, par exemple, pour avoir de la tomate. Vous allez vous prostituer pour avoir un matelas. Vous allez vous prostituer pour avoir de l'huile, etc. Là, vous voyez, c'est une scène aussi à midi. Les cuisiniers font la cuisine. Enfin, les détenus font la cuisine. Et vous voyez bien, ça c'est dans un quartier. Regardez l'environnement, l'insalubrité totale. Au fond, vous
ce bois est coupé par les détenus. Il y a une hache à l'intérieur. Dans cette cellule, il y avait des haches. Et là, vous regardez, vous voyez des casseroles, des marmites avec des rats. Et je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je peux en rire. Ces rats, dans la prison centrale de Libreville, on ne les tue pas. Je vais vous dire pourquoi on ne tue pas un rat à la prison centrale de Libreville. C'est une tradition, parce qu'il y a une fois, il y avait un rat qui était dans une cellule, et le prisonnier l'a tué. Et quelques jours après, ce prisonnier, le rat avait mordu le prisonnier, et le prisonnier après est mort. Donc ce qui se passe maintenant, dans la prison centrale de Libreville, les prisonniers, les détenus ne tuent pas les rats parce qu'ils ont peur que soit ils vont mourir, soit leur dossier va disparaître, parce que vous savez, les Africains sont très superstitieux, donc ils se disent que si tu tues un rat, ton dossier va disparaître et tu vas rester en prison pour l'éternité. Voilà. Donc, alors on vit avec des rats, on mange avec des rats, on dort avec des rats, et là vous avez, ce sont des bassines, ce sont des pots de peinture que vous voyez là. Alors ces pots de peinture sont transformés en four. Alors les cuisiniers font la cuisine, enfin les détenus font la cuisine chaque jour avec cette manière de faire. Le bois, et vous voyez des sachets, des petits bouts de sachets. Ce sont ces bouts de sachets qui constituent, disons, du gaz. Donc en prison, au Gabon, le plastique est un gaz. C'est très important d'avoir, souvent quand les parents vous envoient de l'eau, vous prenez les sachets qui couvrent les bouteilles dans un plastique, et c'est ce que vous mettez dans le bois pour faire du feu. Donc vous imaginez combien de fois les détenus sont exposés à ce qui est chimique. Parce que vous êtes en prison pendant 2 ans, 6 mois, etc. Moi j'étais pendant 83 jours, c'était 83 jours et non 40. Alors, j'ai eu encore la chance de ne pas manger tout cela parce que j'ai trouvé les moyens à faire en sorte que mes parents puissent m'amener de la nourriture à l'intérieur. Et encore parce que j'ai certains privilèges étant connus. Mais imaginez ceux qui ne sont pas connus, qui sont des SEM gabonais, qui ne sont pas connus, qui ne peuvent pas donc avoir certains privilèges. Vous mangez comme ça. Et nous tous, c'est par là qu'on chauffait, même moi, on chauffait ma nourriture là. Donc vous pouvez imaginer, les détenus sont exposés à des maladies, au cancer et tout. On peut avoir du cancer en mangeant à chaque fois avec du feu de bois et du plastique. Là, vous avez l'intérieur d'un quartier. Alors ce quartier a une dimension à peu près en largeur, on va dire 2 mètres, et en longueur, on va dire à peu près 30 mètres. Et vous avez une affaire de 120 bonhommes qui sont dans cette dimension. Là, les cellules sont pleines, elles sont tellement surpeuplées que le reste des prisonniers, des détenus, est obligé de s'allonger dans la petite cour de 30 mètres en longueur que nous avons. Et c'est dans cette cour que l'on fait la cuisine, c'est dans cette cour qu'on se balade dans la journée, c'est dans cette cour qu'on fait tout, que l'on fait nos besoins au fond. Quand vous faites vos besoins, vous êtes vus par les autres. Et là, par exemple, c'est une cellule. On a l'impression qu'on se trouve dans un négrier, dans un bateau de négrier, où on surpeuple des êtres humains comme des esclaves. Alors vous voyez qu'il y a une dalle que les prisonniers ont été obligés de faire eux-mêmes, parce que on peut pas, ça c'est à peu près 3 mètres sur 3, et vous êtes dans ces 3 mètres sur 3 à plus de 40-50. Donc ils sont obligés de diviser donc, la cellule en 2 pour faire que certains dorment en haut et certains dorment en bas. Et quand vous dormez là, vous avez des matelas. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un matelas, sur un matelas d'une place, vous dormez à 5 sur un matelas d'une place, sur le côté. Sur le côté. Donc l'autre met la tête ici, après l'autre met les pieds là-bas, et vous êtes entrecroisés comme ça, comme des sardines. Je dis bien, ça c'est la prison du Gabon de Libreville. Alors là, je ne vois pas bien. Ok, là vous avez, disons, on va appeler ça le labyrinthe. C'est par là que, quand vous avez les portes ouvertes, les journées de portes ouvertes, que les détenus vont visiter les autres détenus dans d'autres quartiers. Et vous voyez bien ici que il y a du commerce. Vous voyez des gens qui marchent avec des paniers, etc. On fait du commerce à l'intérieur. À l'intérieur, on vend des différentes drogues. Il y a du chanvre, il y a de la cocaïne, il y a tout ce que vous pouvez imaginer à l'intérieur. Le principe ici, c'est quoi?
je ne sais pas où va le budget de la prison de Libreville. Les détenus n'ont pas de tenue. C'est un danger déjà pour le voisinage. Ça veut dire que si un détenu s'évade, tout de suite, il va se fondre dans la nature. On ne pourra pas connaître qui il est. Donc déjà, c'est un danger pour le voisinage. 2, les détenus sont livrés à eux-mêmes. C'est un bidonville. Ils se livrent à eux-mêmes. Pourquoi? Le budget, je ne sais pas où il va. Donc, ils laissent donc les détenus à l'intérieur faire ce qu'ils veulent pour pouvoir donc ne pas être justifiable ou quoi que ce soit. Alors ici, une image très frappante. Je connais ce monsieur même qui est au sol. Il s'appelle Hervé Bercier. C'est un Français suisse. Alors, et il y a bien sûr d'autres détenus autour de lui. Vous voyez encore qu'il y a du commerce. Il y a des gars qui ont des bassines. Alors, dans les prisons centrales, dans la prison centrale de Libreville, il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table. Donc, quand vous mangez à même le sol. Vous mangez à même le sol. Bon, nous, aujourd'hui, moi je suis un activiste, un homme d'affaires, etc. Mais aujourd'hui, on dira que je fais la mauvaise publicité de mon pays, le Gabon. Mais je voudrais bien poser la question ici, qui fait plus de mauvaise publicité lorsque des étrangers qui devaient être bien entretenus dans un pays, regardez ceux qui sont obligés de vivre. Regardez comment un détenu est au sol, alors qu'il soit noir, blanc ou etc., il subit la même chose. Et vous allez voir ici, dans cette cour, il n'y a pas de toit. Ça veut dire que quand il pleut, les détenus se mouillent, pour ceux qui n'ont pas de place dans les cellules. Alors vous voyez au fond sur le mur, vous avez vu du plastique. Ça c'est quand il pleut pour essayer de protéger un peu. Et souvent il y a des rotations. Ceux qui dorment à l'intérieur font des permutations avec ceux qui dorment à l'extérieur. Parce que souvent ça fait mal au dos de dormir sur du goudron, et etc. Alors là, on vous remontre encore voilà, des détenus qui sont obligés de se couvrir parce qu'ils sont à la belle lune. Les moustiques, nous sommes en Afrique équatoriale, il y a des moustiques, donc le paludisme ou des épidémies peuvent traverser entre détenus. Voilà. Il n'y a pas de ventilation. Là, vous voyez, par exemple, vous avez en haut, vous avez des grilles, une grille. Ça veut dire qu'il pleut. Quand il pleut, ça c'est... L'eau tombe sur les détenus. Vous voyez, le sol est même humide. Comment peut-on traiter des êtres humains de la sorte? Comment peut-on? Donc moi, cette vidéo, mon intervention ici, c'est vraiment pour dire que oui, nous sommes Africains, mais les Africains ont droit aussi à connaître les droits de l'homme, à respecter les droits de l'homme. Ici, vous avez un détenu en isolement, enchaîné. Je l'ai vu, ce détenu, il était juste à côté de ma cellule, parce qu'à un moment, j'étais aussi envoyé en isolement, parce qu'on m'a soi-disant vu avec un téléphone, on m'a attrapé avec un téléphone, bref. Et la punition, quand on t'attrape avec un téléphone, on te met en cellule d'isolement. Dans la cellule d'isolement, tu n'as pas de toilette, tu n'as pas accès à de l'eau. Et si tu dois y être pendant 30 à 60 jours, tu y es et tu n'as pas le droit de sortir. Donc ça veut dire que pendant 30 jours à 60 jours, tu ne verras pas de soleil, tu ne verras pas de lumière, tu seras à l'intérieur. Tu fais tout sur place. Alors, ceux qui sont en isolement et qui sont enchaînés, moi, j'ai pas été enchaîné parce que j'étais pas violent. Lui, il a été enchaîné parce que je crois qu'il était violent ou quelque chose. Ils l'ont enchaîné et quand vous y sortez, vous avez des grandes marques au bras, à la cheville et tout ça. Et vous voyez les bidons, il a des bouteilles d'eau devant lui. Ces bouteilles sont remplies d'urine. Regardez la couleur de l'urine. Elles sont rougeâtres. Pourquoi? Parce qu'il a été tellement bastillé qu'il a du sang à l'intérieur. Je l'ai vu, ce monsieur. Ok? Donc, c'est quand même touchant. C'est une question d'humanité. C'est une question d'humanité, d'humanisme. Donc, j'espère vraiment que la France, que la presse française fera un bruit sur cela, parce qu'il faut qu'au Gabon, on respecte les droits de l'homme. Ici, vous avez des jeunes. Vous voyez ces jeunes, imaginez des jeunes de 15 ans, 17 ans, qui sont mélangés avec des adultes. Pourtant, il y a une prison de mineurs, mais comme c'est tellement surpeuplé, ils mélangent les adultes et les jeunes. Alors, vous imaginez, lorsqu'un jeune est mis en cellule avec un adulte, cet adulte peut abuser de lui. J'ai assisté plusieurs fois à des jeunes qui étaient victimes d'actes sexuels impropres. J'ai assisté, je me réveille à 1h du matin, on est en train de taper un prisonnier. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire une fellation
aucune caméra dans la prison centrale de Libreville. Aucune caméra. Il n'y a pas de port centralisé. Ça, c'est moi. C'est la première fois que cette photo est diffusée. C'est justement pour dire que j'ai pris le temps de prendre toutes ces photos. J'ai payé. On m'a mis en isolement parce qu'on a dit que j'avais un téléphone. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, on doit prendre nos responsabilités. Si je fais cet acte aujourd'hui, c'est pour que les choses changent. Si j'ai pris ces photos avec l'accord de tous les prisonniers, parce que j'ai pu aller dans tous ces coins avec l'accord des prisonniers, qui savaient que non, Christian, on compte sur toi, toi, va dehors là-bas, et s'il te plaît, combat pour nous. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et j'irai partout où il faudra aller pour défendre, pour vraiment revendiquer l'humanité pour mon pays. Il faut que les Gabonais, les détenus gabonais soient respectés comme des êtres humains et non comme des esclaves ou des animaux. Un détenu a des droits des citoyens, toujours. La constitution gabonaise est toujours appliquée sur un détenu. Alors là, vous me voyez avec l'un des détenus les plus, on va dire, qui a beaucoup de privilèges et d'autorité. C'est lui qui me protégeait là-bas. Il s'appelle Nas. Et voilà. C'était dans cet environnement que j'ai vécu pendant 83 jours. Donc c'était ça un peu mon propos. Et si vous avez des questions, je serai là pour vous répondre. Voilà. Merci encore, Laurence Dong, de m'avoir donné cette plateforme pour pouvoir essayer toujours de me battre pour les droits de l'homme. Voilà. Et puis le respect de la démocratie et tout le reste. Merci à toi, merci Delja pour ce témoignage. Et je crois qu'on va écouter Enrique. Moi, je m'appelle Enrique Mambo. Donc voilà, je suis de passage ici en France. Je devais arriver depuis, mais il y a eu quelques difficultés. Alors avant de parler de moi, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur tout ce qui a été dit. Parce que quand je suis arrivé, j'ai dit à Laurence que bon, mais quel est le créneau, comment on fonctionne, pour essayer de rencontrer les médias et dire réellement ce qui se passe au Gabon. Puis voilà, on a mis en place cette rencontre grâce à elle et son équipe. Revenir d'abord sur l'arrestation de Bertrand Zibi. Je crois qu'on a commencé par Bertrand avant de parler du QG. Il n'y a pas de question à se poser sur si c'est un prisonnier politique, parce que souvent j'entends les gens dire on devrait ou on doit penser c'est un prisonnier politique. Bertrand Zibi, je le connaissais pas personnellement avant, parce que moi je l'ai rencontré après sa démission. Quand je dis je rencontrais, c'est parce que justement je suis très actif au niveau de la mobilisation des jeunes Gabonais. On est quelques principaux leaders de la jeunesse au Gabon. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'on ne sera pas plus de 5, s'il faut énumérer les noms. Et je rencontre Bertrand parce qu'il tenait d'abord à me féliciter pour l'action que j'avais organisée, ou pour ne pas être trop seul qu'organisée avec les autres, mais à mon initiative. C'est l'action du 9 juillet. Le 9 juillet, Ali Bongo doit déposer une candidature dans la Cité de la démocratie. C'est là que se trouve le siège de la Sénat. Donc le Conseil... la Commission nationale électorale. Autonome et permanente. La Commission nationale électorale, je n'aime pas dire indépendante et autonome vraiment. Parce qu'elle n'est ni autonome ni indépendante en réalité. Donc Commission nationale électorale d'Ali Bongo. Et ce jour-là, on décide d'organiser une grosse manifestation justement pour empêcher Ali Bongo de passer de son dossier. Le but est de barrer le passage. Et de lui dire que pour être candidat au Gabon, sauf si on est dans un pays une république vraiment bananière, il faut avoir les papiers. Les papiers. Quand un enfant naît, il a une acte de naissance. Toi, tu n'en as pas. Mais tu as été président en 2009 sans papier. Comment tu vas encore être président en 2016 sans papier? C'est la question que nous on devait poser à Ali. Nous demandons que papa, tu vas déposer quel papier encore? Montre-moi les papiers que tu as maintenant. Donc Ali, vraiment, voilà le personnage. Je ne veux pas refaire l'histoire parce que je suppose que les médias savent de quoi on parle.
Ali Bongo a une acte de naissance qui est fait par son cousin, qui est né des années après lui. Ça cause problème. Votre petit frère, un cousin, qui est né 10-15 ans après vous, il devient maire. Et en devenant maire, c'est celui-là qui vous fait l'acte de naissance. Et c'est avec cet acte de naissance qu'Ali Bongo devient candidat en 2009. Parce que depuis sa naissance, Bongo père n'avait pas pensé à lui faire l'acte de naissance. Et donc, nous les jeunes et l'association, on avait tenu à lui dire que papa, aujourd'hui tu ne passeras pas. Il faut que tu nous présentes les papiers qui feront de nouveau de toi président au Gabon. Évidemment, il a eu connaissance du projet et donc il a barricadé la Cité démocratie, il a décidé, il aime bien faire les spectacles, vraiment c'est un homme des spectacles. Donc il avait tenu à faire finalement un spectacle rond pour la démocratie à l'endroit où nous on avait décidé d'organiser une manifestation. De toute façon, il avait eu des renseignements qui disaient que Ali, tu ne passeras pas cette fois, les enfants sont déterminés. En dépit du blocage de l'espace, en dépit vraiment des énormes forces qu'il avait mobilisées juste pour son passage, on a pu lui rappeler que cette terre s'appelle Gabon et que nous sommes là, on n'acceptera pas le désordre. Et Ali a dû partir très vite, son concert ne s'est même plus fait. Ça c'est le 9 juillet. Et à partir du 9 juillet, donc Ali décide de nous pourchasser. Principalement 2 personnes, moi et un autre qui s'appelle Mounpin qui s'est réfugié au Congo. Donc c'est juste pour dire que tout part de là. Et je ne pourrais pas faire le résumé, mais vraiment pas à pas, ça risque d'être long. Mais quelques jours après, c'est des individus qui se présentent comme des policiers qui vont tirer sur moi. Je crois qu'on a beaucoup parlé de ça. Je suis dans un quartier appelé Atimichos. On a dégagé Ali quelques jours avant au rond-point de la démocratie. Et plusieurs jours après, des gens passent en double cabine parce qu'ils étaient, vraiment c'était le Far West, hein, les doubles cabines étaient confondues aux chevaux, normalement. Parce qu'ils passaient souvent comme si c'était des cavaleries. Et ils passent, j'attends un téléphone, en fait je dois être sur WhatsApp. Tout le monde me dit arrête d'être villageois. Tu n'as ni Facebook ni WhatsApp, c'est pas bon. Quand on t'appelle, au moins c'est sécurisé. Et ce jour, je me retrouve au quartier de la Timichos parce que je dois avoir WhatsApp. Et je suis debout. Et les 2 doubles cabines passent. J'ai 2 proches à moi juste à côté qui me disent ah, Enrique, ça c'est la PJ. Je dis bon, mais si la PJ passe, c'est bon, puisqu'ils sont passés. En réalité, ils vont garer plusieurs mètres plus loin. Et là, ils reviennent en courant. Je n'ai pas besoin de réfléchir, je comprends qu'ils reviennent pour moi, mais ils sont vraiment trop collés. Et moi, je prends ce qu'on appelle chez nous les mapanes. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de rues. Il y a beaucoup de maisons entassées. Dans tout un quartier, il n'y a pas d'endroit pour entrer. On prend les pivots, les mapanes, vraiment des pistes, pour arriver à la maison de l'autre. Et je prends ces pistes-là. Ils me poursuivent et ils tirent une première fois parce que l'autre lui dit « Dame-le, c'est le mot qu'il utilise. Dame-le. » Et puis, il tire une première fois. Boum! Et la chance que j'ai, la première fois où il tire, c'est qu'il y a des maisons en tôle, comme dit l'auteur qui a écrit les Matiti, en tôle et en planche, et je glisse derrière les tôles. Je cours quelques mètres après, et là il y a un badamier, en réalité je chute, parce que je tente de rattraper le badamier, c'est un arbre, et la planche se casse, et là je glisse. La deuxième fois, le monsieur tire, les policiers tirent. Et là je me retrouve dans la boue. Totalement dans la boue. Alors c'est pas une boue normale, parce qu'en réalité dans ce trou, tout ce qui est au bord de cette ancienne rivière, il y a des anciennes rivières dans Libreville, c'est que des toilettes traditionnelles. Et donc ces toilettes sont déversées directement dans ces petites rivières-là. Et je dois devoir nager dans les déchets, dans les matières fécales. Nager, ça veut dire que ce n'est pas, tu es conscient que ce n'est pas une rivière. Tu es conscient que cette boue, ce n'est pas une boue normale. Mais tu dois nager dans cette boue, faite de matière fécale, pour aller te réfugier derrière des fausses cannes, c'est des herbes, des fausses cannes. Et là, ils viennent, ils entourent l'espace. Je pense qu'on est aux environs de 20h, 21h à peu près. Et ils font le tour, ils sont une dizaine. Et l'un qui dit tu es sûr que tu ne l'as pas touché, l'autre qui dit non, je ne sais pas si je l'ai touché, mais fouillons bien. Et ils fouillent toute la zone. C'est Libreville. Il y a des petites bousses un peu par-ci, par-là. C'est la chance que j'ai eue ce jour. Et après ce jour, si Bertrand me rencontre, c'était d'abord pour me féliciter. Mais dire vraiment, vous avez été brave pour revenir à Bertrand. Il me dit que je cherchais à te rencontrer. J'ai vu tes vidéos. J'ai vu ce que tu as fait avec les autres de pour la démocratie. Je tenais à te féliciter.
Et c'est d'ailleurs ce 9 juillet, puisqu'il se fait appeler Ali 9, on avait choisi le 9 aussi, pour lui dire que tu ne présenterais pas de candidature. C'est ce 9 juillet qu'on prend Jean-Rémy, puisque j'avais associé Dynamique Unitaire et les autres à la manifestation. Et je rencontre Bertrand. Bertrand, c'était quelqu'un de très sympathique, alors je ne le connais pas très bien, je sais qu'il était au PDG. Moi, j'ai toujours été dans l'opposition. Donc, c'est souvent avec hésitation. Mais sa démission avait été tellement belle que je n'avais pas de doute. Donc, je l'ai rencontré chez Marcona. Première rencontre chez Marcona, Sangui qui organise la rencontre, et il me félicite, il me dit, il est important qu'on se batte pour le Gabon. On a tous commis des erreurs par le passé. Bongo était devenu comme un père pour tout le monde, il avait tellement corrompu l'ensemble de la société, que nous tous on suivait cette voie comme ça. Mais on arrive à un stade où quelqu'un doit quand même se réaliser, se dire non, là quand même c'est trop. On a trop fait. On a trop fait subir au peuple gabonais. Et c'est la raison et les motivations pour lesquelles j'ai démissionné devant lui. Ok. Et de cette rencontre va naître une amitié qui va nous permettre de nous rencontrer plusieurs fois. La dernière fois que j'ai eu Bertrand, j'ai rencontré Bertrand plusieurs fois au QG. En fait, elle parlait de l'arme. Parce qu'il faut quand même bien expliquer. Bertrand n'a pas d'arme. Les militaires sont allés avec lui. Donc ils arrivent à la maison, là où il habitait. Pas là où il habite, hein. Un chantier. Là où il construit. C'est-à-dire que ce n'est même pas dans la maison dans laquelle il habite. C'est un chantier qu'il a de construire. C'est là-bas qu'ils ont décidé d'aller faire une perquisition. Mais aller perquisitionner là où il habite. Pourquoi aller perquisitionner un chantier où il n'y a que des briques et des tôles? Et ils sont rentrés, en 5 minutes, l'un d'eux avait déjà vu une arme. Ah, j'ai vu l'arme. Ah. Et c'est l'arme. C'est sur cette arme qu'il se repose pour dire détention d'armes. Une arme retrouvée en 2-3 minutes. Et Bertrand Zibi est en prison. Elle parlait de torture, elle dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe, mais je vais pour revenir presque à ce que Danger disait. En fait, Danger, dans son témoignage, il fait même un beau témoignage. Ce témoignage est beau. Pourquoi il est beau? Parce qu'en réalité, quand Danger était en prison, la prison n'était pas aussi surpeuplée de détenus politiques. Aujourd'hui, c'est grave ce qui se passe à Libreville. Alors, lorsque Danger était en prison, on avait environ dans les 1000 ou 2000 prisonniers. Aujourd'hui, on a dépassé les 3500 prisonniers. C'est énorme ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque vous voyez ces images, où il y a quand même quelqu'un qui peut être à côté et l'autre un peu plus loin, il y a peut-être quelques centimètres d'écart. Les écarts Danger n'existent plus. Maintenant, on dort les uns sur les autres. Voici ce qu'on appelle un quartier de la prison centrale de Libreville. C'est exactement cette pièce dans laquelle nous sommes. Voilà comment ça se passe. Vous voyez la ligne du milieu? C'est un mur. Et de ce côté, il y a des blocs qui sont découpés. C'est ça un quartier. Et de ce côté, c'est le couloir dont il vous parle, la prison centrale. C'est tout un couloir comme ça. Et ce couloir, il n'y a pas de toit. Soit c'est totalement ouvert, soit il y a quand même un grillage. Et sur ce couloir, dorment la majorité des prisonniers. Pourquoi? Parce que dans les quartiers, il vous a parlé de blocs, de béton. Non, c'est des planches. Ça veut dire que les prisonniers, tellement ils sont nombreux, que dans chaque quartier, ils ont décidé de mettre des planchers. Il y a un premier plancher qui s'appelle le mi. On appelle ça le mi. C'est un nom là. Je l'ai noté ici. Je vais revenir au nom. Donc il y a un premier. Il y a un premier niveau. Il y a un deuxième niveau. Et il y a même un troisième niveau. Juste pour cette distance, vous avez 3 blocs comme ça. Donc les uns dorment en bas, à mi-pont. Le bas, c'est le sous-pont. Premier niveau. Donc, les planches partent de là-bas jusqu'au point de ce bloc. Deuxième niveau, c'est au milieu. Troisième niveau, c'est plus haut. Donc, ceux qui dorment n'ont même pas de l'espace pour s'asseoir comme ça. Parce que c'est tellement bas, les blocs, les différents planchers. Et donc, les gens rentrent dans les planchers pour dormir. Les gens entrent. Quand vous avez la chance d'avoir ce qu'on appelle un mandat à la prison centrale, le mandat, c'est le matelas d'une place de quelques centimètres. On appelle ça mandat. Ce mandat d'une place, vous êtes 5 à dormir dessus. L'un met la tête comme ça, l'autre met les pieds comme ça, l'autre met la tête comme ça. Vous êtes parfois 5 sur un mandat d'une place. Ceux qui n'ont pas de matelas, c'est ceux que vous voyez là dehors. Ils dorment sur des couvertures qui passent la journée au sol. Ce sont les tempestés de boue, de poussière. En fait, à voir les photos, elles sont tellement belles les photos. Parce que la réalité est dramatique. La situation est grave à la prison centrale. S'il pleut, c'est la boue.
Et les détenus doivent balayer parfois avec leurs propres vêtements pour pousser la boue vers le bout de la prison, les zones qu'on appelle mangostar. C'est le fond de la prison. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que vous voyez là aujourd'hui, il n'y a plus de poisson à la prison centrale. On vous donne un carton de poulet, on vous dépose le poulet, on vous jette ça. Et vous mettez ça dans une marmite, une grosse marmite. Ça et non, je vais revenir au nom. J'ai des choses que... Donc, dans cette grosse marmite, tout le monde met son morceau de poulet. Aujourd'hui, on ne donne plus un poulet. On te donne une cuisse. Une cuisse, c'est pour 2 personnes. Vous découpez la cuisse d'un poulet à 2. Et tout ça est préparé dans une grosse marmite. Sans huile. Juste en versant de l'eau, en trouvant un peu de sel. C'est ça que les détenus mangent. Il n'y a plus 2 repas, 3 repas, ça n'existe plus. Il n'y a qu'un repas par jour. Les repas ne viennent pas à 10 heures, ça n'existe plus. Les repas viennent parfois à 15 heures. Ou à 12 heures, ils décident de vous partager le poulet. Et là, vous découpez chacun un morceau de poulet, un petit bout comme ça. C'est ça que vous mangez. Avec du riz dans de l'eau. Parce que vous trouvez l'huile. La majorité des prisonniers n'ont pas d'argent. Soit ils ont été abandonnés par les parents. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène. La majorité des jeunes qui ont été arrêtés, et c'est là que... c'est pourquoi j'avais tenu à un moment donné à dire il faut qu'on dise quelque chose. C'est bien beau qu'on parle d'Henrique Mambundu quand j'étais en prison. Moi, je l'ai dit à Libreville dans les conférences de presse. C'est bien qu'on dise Bertrand Zibi. C'est bien qu'on dise Landry Washington. Mais est-ce que les gens peuvent imaginer combien de jeunes Gabonais anonymes subissent en prison sans qu'on ne parle jamais d'eux, qui ont été arrêtés pendant la campagne électorale, qui ont été arrêtés après les assauts du QG de Jean-Pierre, et qui ont été arrêtés plusieurs semaines après. Mais ça, c'est monnaie courante. Chez nous, la PJ se balade comme si c'était le président de la République aussi. Le policier qui rentre, qui va à la police, comme si vous voyez un policier à Libreville, il n'est même plus vantard que vous qui êtes fonctionnaire ou bien placé. Il devient bancal. Même quand il était normal, il devient vantard, bancal, tout ça. Il devient très élégant. Il est heureux du travail qu'on lui fait faire. D'aller arrêter les Gabonais tous les jours. La prison est peuplée des prisonniers politiques. Arrêtés pendant les émeutes. Mais c'est des jeunes, vous les rencontrez, vous avez mal. Vous vous dites, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ah, mes parents m'ont abandonné parce qu'ils me disent qu'il ne fallait pas aller faire des marches. Ou les parents viennent quand même. Pourquoi on ne nous rend pas visite? Mais on ne rend pas visite aux prisonniers à Libreville. Elle disait que c'est dur de voir Bertrand Zibi, mais tu le vois où? Moi, c'est ma fiancée qui est là, qui est depuis quelques mois déjà en France, qui se battait quand même pour trouver la possibilité de venir me rendre visite. J'ai dû inventer même des maladies, que j'étais gravement malade, mais là encore parce que j'avais rencontré une sœur à moi qui travaille à l'hôpital. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire aujourd'hui. Mon dossier est en instruction, c'est l'épée qu'on met sur ta tête au Gabon. Comme moi j'ai vu au Gabon, je vais repartir. Hein? Il y en a qui sont en France, donc souvent, comme on n'a pas les mêmes problèmes, moi on peut encore me prendre l'aéroport. Pour venir là, on m'a d'abord arrêté. Donc il y a des choses sur lesquelles je ne pourrais pas en dire, je ne pourrais pas parler beaucoup. Donc voilà un peu. Voilà les conditions de mon arrestation. Pendant des mois et donc depuis le 9 juillet, Ali Bongo décide de nous mettre sur une liste noire. Il faut nous arrêter ou nous tuer, mais ça c'est clair, c'est connu. Au Gabon c'est un Far West. C'est ça une dictature. Ils ont débarqué chez moi. Là on est en août. Ils ont déclaré les premiers résultats. Ils estiment que je suis le leader des jeunes et que je suis incitateur. C'est moi qui ai voulu faire ceci là. Il faut absolument qu'on m'arrête. Évidemment, je faisais des apparitions dans les meetings politiques. Mais je pouvais arriver, je savais comment je partais de là. Vraiment, c'était quand même organisé. Je savais comment je quittais les lieux. Il y a tellement de trous chez nous que tu peux quitter une rue pour une autre tout en étant dans le maquis et une voiture t'attend de l'autre côté pour partir. Mais il n'était pas question pour moi, après le 9 juillet, de dire je ne vais pas faire la campagne contre Ali parce que j'ai peur de mourir. Même après qu'on ait tiré sur moi. Donc il y avait des apparitions. Dans toutes ces apparitions, il n'avait pas toujours pu m'arrêter. À un moment donné, c'était compliqué. Mais justement, je m'étais arrangé d'aller vivre dans le quartier où vit Ali Bongo. Ali Bongo vit dans Ngonji. Moi, je suis un enfant des quartiers défavorisés. Kingele, venez voir à Timichos. Voilà mes quartiers. Mais quand j'ai compris qu'on me recherchait, alors j'ai décidé d'aller louer pour sécuriser ma petite famille, justement dans le quartier d'Ali Bongo, parce que c'est le seul endroit où on ne peut pas me chercher. C'était vicieux, mais il fallait le faire. Alors j'ai trouvé la maison en Ngonji, un endroit où je n'ai jamais vécu dans ma vie. Mais il fallait que je sois dans Ngonji parce que le seul endroit où on ne devait pas me chercher. Alors j'ai trouvé un appartement dans un immeuble. Et là, je me suis dit, ok, là au moins je sécurise ma famille. Le quartier, on a l'habitude de me voir où j'ai fait des réunions politiques. Là-bas, je peux passer mes journées. Vers minuit, 20h, 21h, je sais comment je rentre après. Là où la maison au moins est en sécurité.
Et j'ai vécu comme ça pendant des mois. Et puis, le jour où mademoiselle, elle n'est pas mariée, mademoiselle Morancho, la présidente de la Cour constitutionnelle, décide de délibérer de nouveau, ou du moins de confirmer le résultat qu'ils avaient planifié d'avance. Il se passe que j'arrive, comme d'habitude, il y avait une voiture qui m'a enlevé. C'est moi qui anime, du moins pour le moment, tous les rassemblements du QG des Jambi. À part lui-même, bien sûr. C'est moi qui organise. Donc, j'étais en pleine mobilisation en disant aux Gabonais, on ne peut pas baisser les bras. On est sorti le 31, ok, mais c'est pas fini. Borancho va devoir dire les mêmes conneries. Et donc, j'avais tenu à garder une mobilisation au QG des Jambi. Et je l'ai fait pendant des semaines. Mais le 23, j'annule le rassemblement du 23, parce que c'est tout le rassemblement le plus important. Pourquoi? Parce que le QG est déjà barricadé, des militaires, des gendarmes, et on m'appelle, me dit, Enrique, là quand même si tu reviens au QG, c'est dangereux pour toi. C'est mort ici, c'est bloqué, on sent que ça va être grave. Ok, donc je n'y vais pas. Mais je tourne quand même les quartiers pour rencontrer les relais. Enfin, les détails, vous pouvez imaginer comment ça se passe pour être capable de soulever du monde. Donc je rencontre du monde, et puis je rentre vers 20h30. Une première voiture qui m'amène chez les voisins, à 2 km de là. Et de là, il y a une autre voiture qui me prend, parce que même à mes proches, je disais jamais que je vivais là. Quand quelqu'un me dépose, je dis non, en fait, je vais voir une tante. Je vais dormir chez une tante parce que je ne suis plus sûr à Kingele ou bien en Kembo. Et c'était comme ça tous les jours. Donc même celui qui m'a mené, quand il a appris qu'on m'arrêtait, il ne savait pas que je vivais là. Mais c'est là que je vivais. Mais je sais qu'en temps, il y a eu des erreurs. Il y a eu peut-être 1 ou 2 erreurs. On avait organisé un meeting dans le quartier pour Jambi. Et je sais que ce jour-là, il y a 1 ou 2 personnes qui ont découvert chez moi. Ils viennent au meeting, et moi, je leur dis, ok, mais j'arrive, je vais arriver au meeting. Mais le problème, c'est que ma fiancée, elle sort avant moi acheter du pain. Elle les rencontre, elle leur dit, ah, mais ok, mais Enrique aussi a besoin de vous, donc elle les amène à la maison, mais ça, elle ne le savait pas. Ce sont mes amis. Et là, déjà, j'ai peur. Je me dis, ah, il y a 2 personnes qui savent où j'habite, c'est dangereux. Et ces personnes seront arrêtées avant moi. J'imagine donc, c'est à cause de ces personnes qu'ils ont su enfin où j'habite et ils ont débarqué. 20h, je suis en train de rentrer chez moi. C'est le 23 septembre. Et on me dépose à un premier endroit, ensuite à un deuxième endroit, et je prends les pivots. On appelle ça comme ça chez nous, les pistes, des raccourcis. Mais je ne savais pas que tout le quartier était déjà allumé. Tout le quartier. C'est-à-dire que quelle que soit l'entrée que j'aurais pu prendre, il y avait au moins une vingtaine de militaires, en civil. Je vais donc plus loin et j'entre en prenant une route, en me disant c'est une piste, je vais arriver à la maison. La première chose qui me marque, c'est que quand j'arrive vers chez moi, vers la barrière du domicile où je vis, je constate qu'il y a 2 personnes sous les arbres. C'est pas normal. Chez moi, c'est un quartier résidentiel, il n'y a pas des gens sous les arbres qui traînent à 20h, 21h. Ça n'existe pas. Sauf s'ils sont en train de partir, ou en train de rentrer, ou en voiture, mais il ne peut pas y avoir 2 personnes sous les arbres. Et là, j'hésite, mais ce n'était pas suffisant. Il m'avait déjà vu. Alors je tente de prendre une autre piste que je ne connaissais pas. Le problème, c'est que c'est un quartier résidentiel, vous n'allez pas chez les voisins comme ça. Vous n'escaladez pas leurs barrières comme ça. Il n'y a pas de piste sur lesquelles vous pouvez rentrer comme dans les quartiers défavorisés. Et les gars avancent vers moi, et là je sens que, oui, ils viennent pour moi. Et là je cours. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire combien de barrières j'ai escaladé. De toute façon, je te viens devenir spécialiste des sprints, puisque je ne faisais que ça maintenant. Et donc oui, j'étais rodé à l'exercice. J'ai escaladé au moins 4-5 barrières, mais en passant quand même par chez moi. Mais tout ça sans savoir qu'en réalité, ils étaient chez moi depuis 9h du matin. Donc quand je sors à 8h30, ils me remplacent. Ils prennent ma fiancée en otage. Ils prennent l'enfant en otage. Ils bloquent quasiment tous les voisins de l'immeuble. Personne n'a le droit de sortir ou entrer. Parce que quelqu'un peut me prévenir. Et ça a duré toute une journée comme ça. Vous avez votre fiancée qui ne peut même pas se déplacer, même si elle va aller dans les toilettes, il faut qu'on aille surveiller si vous allez dans les toilettes. Mais c'était comme ça toute la journée. Elle ne peut pas préparer. Comment tu prépares avec un militaire derrière qui est armé jusqu'aux dents, cagoulé? Ils ont mobilisé quasiment un peu plus d'une centaine de personnes, de militaires. Ils ont réussi à m'arrêter, mais ils m'arrêtent pourquoi? Parce qu'en réalité, de l'immeuble, j'avais une façon de regarder le pays, mon environnement en me disant, ah, mais si on me poursuit là, je peux escalader et je peux sauter de l'autre côté. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en réalité, il y avait un grillage, une barrière en grillage qui existe entre les maisons que je voyais à distance. Et c'est l'endroit que je suivais en me disant, je peux passer par là pour sortir là-bas. Mais je me suis trompé. En arrivant à l'endroit, c'était un grillage. Et j'ai tenté d'escalader le grillage, ça n'a pas marché, il s'est dit derrière moi. J'ai couru encore, mais cette fois, je sais que je n'étais pas à Timichos. Dans les quartiers, je pouvais facilement me cacher.
Le mec, il a dit, dame-le, il a dit ça comme à Timichos il y a quelques mois. Et je continue de courir. Il a dit, dame-le. Et j'ai entendu le bruit d'une arme qui fait caca derrière moi. Très franchement, là, j'ai quand même décidé de me coucher. J'ai compris que si j'avais raté les balles une première fois, ça ne pouvait pas arriver une deuxième fois. Et je me suis couché, ils m'ont pris. Et quelques kilomètres, ils disent, il y a un qui disait à mon oreille, on va te tuer, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et là, ils te mettent dans une voiture. Les populations ont tenté d'intervenir. Parce qu'à un moment donné, ils m'ont mis la cagoule, mais j'ai réussi, en bougeant, parce qu'ils m'ont mis les minottes, en enlever la cagoule, parce que je voulais que les gens me voient, ils sachent que c'est moi qu'on a pris. Et j'ai crié, parce que j'avais compris quand même que là, on a mené pour me tuer. Et ça quitte quand même, parce que il me tire au sol. Hein. Il ne me soulève pas. Il me tire comme ça au sol. On est à peu près à 500 mètres de la route. Et vers la route, il y a quand même des gens qui ont voulu intervenir, mais comme j'ai dit, c'est les quartiers résidentiels. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens dehors. Et donc, il y a très peu de gens pour intervenir. Ils me mettent dans une voiture. La première chose, je pense, qui me sauve, et c'est pourquoi j'avais envie d'entrer les billets et de dire merci surtout. Et j'arrive à faire la relation lorsque je sors de prison, quand on me raconte tout ce qui s'est passé. C'est là que je comprends mon histoire. La voiture roule, et là, la roue explose. La roue de la voiture explose. Boum, une première. Et là, ils sont énervés. Ils appellent au Motorola. Il y a un véhicule qui arrive qui leur dit « Ah non, on ne peut pas continuer avec vous. » En réalité, il m'amène vers une base militaire de la GR qui existe en Vrobam. Parce que quand on vous met la cagoule, quand vous êtes tenté de soulever la tête à travers les vitrines de la voiture, en fait, quand vous passez sous les lampadaires, vous arrivez à voir là où vous êtes. Dès que vous passez sous un lampadaire, vous avez une image, vous avez une maison, des choses que vous arrivez à identifier pour savoir vers où on vous amène. Mais chaque fois, il vous donne le cross de l'arbre, il vous frappe, ou il vous piétine avec des rangers. Et là, on change de trajectoire parce que la roue s'est cassée. Il vous amène dans une barrière, je ne sais pas quelle barrière, il pousse la barrière, vous êtes cagoulé. Vous savez juste que vous êtes dans une barrière, parce qu'il pousse la barrière, vous entendez le bruit, vous entrez, il vous amène sous dalle. Vous ne montez pas, vous descendez, donc vous savez que vous allez en dessous. Marche d'escalier, premier niveau, comme ça, c'est du béton. Vous avez à peine une lumière grosse collée au plafond, et ensuite marche d'escalier. Et là, je tombe sur un groupe de personnes. Quelqu'un de très fort au milieu, avec des gens bien gradés, sous la lumière. Ils te gardent comme ça pendant 10-15 minutes, personne ne parle, personne ne dit un mot. Jusqu'à l'instant où le monsieur très fort au milieu des gradés fait signe à l'un de vos, je ne sais pas comment il faut l'appeler, l'un des militaires qui me tiennent, qui va vers lui, qui revient, qui me donne des coups et qui me met à genoux. Et là, il décide de m'attacher au béton, là, au plafond de leur sous-sol, avec des menottes. Ça a duré 10-15 minutes. Et l'autre, il y a un qui revient en courant, qui dit « Ah non, laisse, ça commence à faire du bruit. » J'ai fait le lien avec le fait que TV5, dès qu'on m'a pris, dans les 30-40 minutes, commençait à parler de mon arrestation, et je crois France 24 aussi. C'est peut-être ça qui m'a sauvé. Parce que je ne fais pas le lien quand je suis arrêté. Mais c'est quand je sors, quand on m'explique tout, l'enchaînement des choses, que j'ai fait le lien entre la roue qui se perce. Je gagne du temps peut-être. Et la destination qui change. Parce que le véhicule qui est en train de monter ne peut pas repartir vers là où ils vont. Tout ça fait que Dieu est au centre de cette histoire. Je suis conduit à la police, d'abord à la GR je pense, après on me balance à la police le lendemain. Commence un interrogatoire qui va durer quasiment 10-15 jours. Je suis détenu, interdiction de visite et autres. Et après vous êtes présenté devant un procureur. C'est expéditoire hein, tout ça là. Vraiment, il n'y a pas de justice. En réalité, c'est juste qu'on respecte un petit protocole, un semblant. Le procureur vous dit clairement, moi je vais dire quoi, papa? Il faut aller voir le juge. Voilà ton dossier. Le juge, doyen des juges, chargé de toutes ces questions. Juge de Bertrand Zibi, juge d'Imbriqué Mamboundou, juge de Washington. C'est le même juge, la doyenne. Elle vous lit vos droits, elle tient à vous rappeler qu'Ali est gabonais. Moi je tiens à lui rappeler qu'Ali n'est pas gabonais, sauf si elle a la raison que vous vous détenez. Et puis ça devient un conflit, mon avocat est prêt à fouiller. Il me dit ça c'est un fou que je défends. Parce qu'ici au moins il devait se taire. Il ne peut même pas dire à ma famille comme transfert au gros bouquet parce qu'il devait se faire bastiller dehors. Parce qu'à l'intérieur il n'a rien géré. Il tenait à ce que je sois calme. Je ne peux pas être calme. Madame, si Ali Bongo est gabonais, montrez-moi son acte de naissance. Vous ne connaissez pas sa mère, Patience Dabani, qui vous a dit que c'est sa mère. Où sont les papiers? Et c'est ça le rapport avec le juge entre le juge et moi. C'était comme ça jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous êtes juge ou vous êtes membre du comité central du PDG, madame. Le parti d'Ali Bongo. Et voilà le type de dialogue qu'on a eu, mais ça s'est mal passé. Elle pouvait me connaître un mandat de dépôt, elle m'en a collé 3. 3, ça ne veut rien dire hein, tout ça. Un mandat de dépôt suffit pour vous amener au gros bouquet. Mais elle avait tenu à me donner 3.
j'avais été impoli pour elle. Et au Gros Bouquet, c'est la première fois que je découvre. Ça veut dire que de tout ce que j'ai vécu, je m'en foutais en fait. Je disais même au mec, écoutez, envoyez-moi un Gros Bouquet. Parce que j'avais une image, justement l'image que Danger montre, où il y a quand même des matériaux au sol, tu peux dormir, tu es tranquille, et là-bas on ne t'embête plus. Mais je me suis trompé. Le jour, moi on me défaire à 23 h. À minuit je rentre, je découvre mon quartier. Ça s'appelle le Spécial C. C'est un quartier disciplinaire. Je suis connu parce que je suis présentateur de télé à la base. Et donc, les détenus veulent me dire, oh, mais même toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais non, va dans tel quartier qui est bien. Et alors, chef qui dit, ah bon, vous êtes fou? Ce mec-là, il insulte le président? Il va dans un quartier disciplinaire. Et c'est là qu'il décide du quartier où il te transfère. Et je vais au Spécial C. Mais je vous jure, quand on a ouvert le bâton du Spécial C, c'est là que j'ai compris qu'enfin, je suis en prison. En fait, je blaguais d'abord. Je me disais qu'il n'y a rien. Je suis courageux. Mais je vous jure qu'à l'instant, on a ouvert le bâton du Spécial C, que j'ai vu des prisonniers comme si c'était des monstres. Genre, vous avez l'impression que c'est des zombies. D'abord, il y a une forme de fumée, de nuage qui plane dans le quartier. Parce qu'ils préparent toute la journée, donc il y a un nuage. Et quand on ouvre, vous voyez à peine les gens. C'est comme s'ils sortaient de, je sais pas, d'une tombe ou bien d'un clip de Michael Jackson. Et là, je découvre que oui, je suis enfin arrivé en prison. Et j'ai passé 2 mois et demi là-bas. De nouveau, j'ai rencontré Bertrand Zibi. En fait, après le quartier disciplinaire, à peu près 2 mois après, les 2 autres semaines que j'ai passées en réalité, ils m'avaient enfin transféré au Spécial C. Le Spécial, c'est en fait le quartier où on transfère les personnalités, politiques et autres. Voilà, on vous envoie là-bas, mais tout est pareil. Il faut comprendre qu'il n'y a plus d'eau à la prison centrale. Même le tuyau là n'existe plus. Vous avez l'eau 1 fois par semaine. Ou parfois 1 fois après 2 semaines. Ça veut dire que lorsqu'on parle de 2015, ça va. C'est grave déjà. Mais c'est encore acceptable. Mais 2016, avec tous les prisonniers qu'Ali a arrêtés, ils pensent que la maison des Gabonais, c'est la prison centrale. C'est là-bas qu'il met tout le monde. Les conditions sont graves. Les conditions sont graves. Vous dormez les uns sur les autres, dans la boue, comme sur un matelas qu'on appelle le mandat d'une place. Bertrand Zibi, oui, et en fait, peut-être qu'il ne vous dit pas la vérité. En fait, en prison, Danger vous dit quand vous n'êtes pas le téléphone, on vous met au trou. Au Gabon, on ne vous met plus au trou quand vous n'êtes pas le téléphone. On vous frappe. Vous savez comment on vous frappe? On vous prend, on vous amène au poste. Et arrivé au poste, il y a des militaires qu'on appelle les bérets rouges, qui ont été transférés à la prison centrale spécialement pour mater maintenant les prisonniers, parce que c'est des prisonniers politiques. Et il y a les gardiens de prison. Ils sont souvent une vingtaine ou une trentaine. Chacun a un bâton à la main, s'il vous plaît. D'autres ont des machettes rouillées. Les machettes avec lesquelles nous on débrousse les plantations au village. Nous on débrousse les plantations au Gabon. Mais les machettes là, je les ai trouvées à la prison centrale, désormais rouillées. Elles sont chargées de vous frapper dessus. Chacun vous donne des coups comme il veut. Il n'y a pas de retenue. Chacun vient vous frapper avec le bâton ou avec la machette. Vous avez du sang. Et au moment où il termine, vous ne pouvez même pas marcher. Parce qu'il vous frappe sous les pieds avec des machettes. Il vous frappe avec des bâtons. Il y en a qui sont sortis avec des chevilles bousillées. J'avoue que Bertrand est très fort. À la limite, moi, j'arrivais à quand même le faire rigoler. Parce que lorsqu'on nous libérait dans ce quartier qu'on appelle les spéciaux, il arrive quand même. Quand on vous donne un petit couloir, vous pouvez quand même courir, faire un peu de sport. Donc il arrivait que je l'embête. Tu dis, grand Bertrand, arrête, tu n'es plus député en fait, cours. N'aie pas honte de courir, fais un peu le sport, le ventre est déjà trop gros. Et ça l'amusait quand même. Mais je le faisais exprès, juste que j'avais envie de le faire rigoler un peu. Parce que je sais que la situation dans laquelle nous étions n'était pas belle. Il ne faut pas souvent penser que parce que quelqu'un est plus âgé que toi, il a la même façon d'appréhender les choses. Donc, moi, ça me permettait de lui faire rigoler. Et on rigolait. Si on veut jouer au ballon, on ramasse une boule, on attache des trucs, on veut courir. Les bidons que vous voyez là, mais Bertrand les buse. On fait des tours, on fait la corvée. Donc vous imaginez. Moi je suis jeune. Hein? Je n'ai pas encore un compte, ou bien je n'ai pas été aux États-Unis découvrir comment c'est beau, comment la vie peut être belle. Je suis au Gabon, je débrousse mes plantations, hein, je fais moi à la télé, je suis habitué. Mais celui qui a été habitué, par exemple, à vivre bien,
à être par exemple parti au pouvoir et à voyager, à découvrir des choses. Vous l'imaginez dans cette prison? Donc j'avais peut-être à tort, souvent en me disant, ah peut-être que lui vit ça mal par rapport à moi. Et moi je suis habitué. Et je le faisais rigoler souvent, jusqu'à ce que je suis sorti. Je n'ai jamais été présenté devant un juge. On m'a libéré un jour, on m'a fait payer une caution. J'ai eu un nouveau avocat parce que le premier, lui, vraiment il m'a fouillé. Il était maintenant en conflit avec ma fiancée. Parce qu'il disait que moi je ne bouge plus beaucoup. Pourquoi toi tu es la fiancée du type là, tu bouges trop comme ça? Est-ce que tu es avocate? Bref, on a trouvé un nouvel avocat qui a trouvé quand même, je ne sais pas comment il a fait. Lui-même sait comment il fait pour libérer. Enfin, on est nombreux. Il y a eu quand même beaucoup de prisonniers qui ont été libérés. Mais maintenant, je pense que Ali Bongo l'en veut, surtout lui, à cause de cette démission. En réalité, la base du problème, c'est cette démission. Parce qu'il a humilié Ali. Tout le monde peut démissionner en disant, bon, moi je quitte le parti politique. Mais toi, tu attends qu'Ali arrive dans ton village. Pour lui dire que papa, on a marché ensemble, c'est fini. Tu prends ton écharpe de député, tu gardes. C'est pas pour ça qu'on va tuer les Gabonais. Moi, je quitte. Ça, c'était humiliant pour celui qu'on appelle affectueusement, par amour, Iboubou au Gabon. On l'aime tellement. On l'appelle Iboubou au Gabon. C'est un nom vraiment sentimental. Quand on aime quelqu'un, lui, on l'appelle Iboubou, Ali Bongo. Donc, Iboubou, vraiment, c'est quelqu'un qui est imbu de sa personnalité, qui n'aime pas qu'on l'humilie. Ben, il a fait ça. Et Bertrand est en prison pour ça. Moi, je suis sorti, je n'ai pas arrêté de me battre. Je continue de faire des rassemblements au QG. Si aujourd'hui, le QG de Jean-Ping peut encore vivre tous les samedis, c'est grâce à un nouveau mouvement qui est fédérateur de plusieurs organisations de jeunesse, qui s'appelle La Voix du Peuple, qui désormais aujourd'hui essaie de mobiliser les Gabonais. L'intérêt, ce n'est pas nécessairement d'être dans un QG politique. L'intérêt, c'est que les Gabonais, quand ils sont habitués à aller à un endroit, vaut mieux les amener là-bas. Dès que vous dites qu'on va désormais, bah, oh mais donc vous abandonnez Ping. Mon intérêt, ce n'est pas de travailler pour les politiciens. Je suis un homme de la société civile. Mais le problème, c'est que si le Gabonais est habitué à venir là où il y a le gobelet, demain, si tu lui dis qu'on va maintenant où il y a le gobelet, il va dire, oh non, mais pourquoi ça change? Mais donc, dans l'intérêt de la mobilisation du peuple, pour vraiment continuer à se dresser contre ce régime, qui est violent, qui est très dangereux, il faut rassembler bien les gens quelque part. Et de toutes les façons, ce n'est plus un QG de campagne, la campagne est finie. Même si le processus pour nous n'est pas terminé, vu que celui qui a été élu partout dans le monde, par la diaspora, ou à l'intérieur du Gabon, ne peut pas être président, parce qu'une seule province sur laquelle la liste se reposait, c'est 93%. Combien? Vous qui avez les scores? 93, hein? 93, 94,95. Voilà, un grand score comme ça, là. C'est dans sa province, du Haut-Togoui. Ils ont voté à 99%. Et mais le taux de participation, c'était 95,93%. Voilà, ça c'est tout ça, c'est pour Ali. Et il est président parce qu'il s'est reposé sur ce résultat du Haut-Togoui. Donc dans toutes les provinces, il perd les élections. Mais les résultats du Haut-Togo lui permettent, lui, de nous dire qu'il est président. Et malheureusement, aujourd'hui, moi je suis un peu triste, je vais terminer par là, je suis un peu triste. Et Laurent, c'est là où je regrette que les médias ici, souvent, aident souvent des dictateurs à s'installer au pouvoir. Parce que lorsqu'on parle d'un dialogue du peuple gabonais, quel peuple gabonais? Est-ce que les gens savent réellement comment les Gabonais vivent? Mais les Gabonais ne sont pas dans l'économie d'Ali. Ali lui réunit 3, 4, 5, 10 personnes. Hein. Des gens qui ont faim. Des gens qui sont des anciens du régime parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ne savent plus comment se soigner, et qui vont à la soupe. C'est une soupe, ce n'est pas un dialogue qui est organisé à Libreville. Tout ça pour légitimer le fait que, bon, enfin il a fait asseoir les Gabonais. Mais qui sont ces Gabonais qui sont assis au dialogue d'Ali Bongo? Il n'y a pas de dialogue au Gabon. Il y a un monologue qui a été bien organisé par Ali, avec ceux qui souffrent de faim, pour tenter de satisfaire les uns les autres, distribuer les postes et dire, bon, d'habitude ça se passe comme ça. Les Bongo perdent les élections, s'imposent par la force, tuent les Gabonais lorsque c'est nécessaire, et puis dialoguent avec ceux qui veulent bien venir partager les postes. Nous sommes donc dans la même caricature, malheureusement, dramatique de notre peuple. Des centaines de morts. Moi, j'ai vu des gens tomber. Il y a des choses que je ne pourrais pas évoquer. Parce qu'il y a des gens... Je dis au juste que moi, je n'étais pas là-bas. Donc, si je dis que finalement, j'ai vu... mais... Parce que les médias, ça va vite. Hein. Que vous qui êtes dans Facebook, il fallait que ça va vite, là. Peut-être que ça va m'arriver au Gabon avant que je ne rentre au Gabon. Non, c'est juste pour dire qu'on a vu des choses au Gabon. Elle a fait un témoignage simpliste de la situation du QG de Jean-Ping. Excusez-moi, ce qui s'est passé au QG de Jean-Ping. Vous imaginez un seul instant en France, des militaires français qui viennent dans un QG de campagne et qui tirent sur des individus.
Il faut aller voir le QG des Jean-Pierre. Le QG des Jean-Pierre n'a pas été cassé. Il a été dévasté. Quand vous voyez les portes sont dévastées, ça dit qu'ils sont venus avec tout le matériel indispensable. Ils éventraient les portes qui sont devant des... C'est des grosses épaisseurs, hein, ces portes-là. Étage par étage. Il y a des gens qui la battaient comme ça. C'est-à-dire, on dit à une dame, comme je le disais quand j'étais au Trocadéro, on dit à une dame, mais ça, c'est des choses que vous vivez. Vous êtes encore caché dans l'immeuble, vous regardez en bas. Vous voyez une maman ou une dame qu'on tire sous une voiture. Parce qu'il y a un parking dans le QG. Et on lui dit, voilà, danse d'abord. Et la pauvre, elle danse. Parce qu'il y a une arme. Et après, on lui dit, bon, cours si tu veux vivre. Et elle court, et puis, boum, boum, elle tombe. En fait, s'il vous plaît, en fait, lorsque les gens parlent je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de la vie. On parle de quelqu'un qui s'est mis assis dans un bureau, qui a planifié l'assassinat des individus. S'il vous plaît, ça n'a pas été improvisé, ça a été planifié. Il a fait asseoir des généraux qui sont payés par l'argent du peuple gabonais. Et il est venu un soir, parce que le peuple a manifesté. Depuis quand une répression peut être considérée qu'elle était valable parce qu'on a brûlé l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, c'est des murs. Le Burkina a brûlé l'Assemblée nationale. Partout on brûle les Assemblées nationales. C'est que des murs. Ça peut être rebâti. Mais peut-on rebâtir la vie de celui qui a perdu, sa vie? Une vie n'est-elle pas plus importante que toute l'Assemblée nationale brûlée? Et le mec qui débarque avec des chars, qui doivent entourer l'ensemble du QG, avec des hélicoptères, pilotés par des pilotes français. Pilote français. C'est-à-dire, tu as bien dit que c'est un Gabonais, mais il est blanc. Tu as dit qu'il est Gabonais comment? Il est aux commandes, l'hélicoptère. Désolé, ce n'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste pour dire que quand on entend les autorités françaises parler, mais c'est grave. Moi, je regarde depuis les moments, j'ai été choqué par les assassinats des Charlie Hebdo. Ça m'a fait mal. Je me dis, mais comment est-ce que les gens peuvent arriver à une telle extrémité? Ok, c'est 10, 15, 20 personnes de tuer. C'est grave. C'est pas planifié par l'État. C'est pas planifié par celui qui est censé nous protéger. Mais d'imaginer celui qui dit être président de la République, qui s'assoit dans un bureau, et qui dit, toi, oh, c'est toi qui prends l'hélicoptère. Oui, les chars, on a besoin de combien? On a besoin de 4. Quel cas tu as? Qui organise tout ça. Et qui vient lui-même assister. Parce que ce qu'on ne dit jamais assez, c'est que je sais de quoi je parle, la Ligue Bongo était sur l'espace. Il y avait un cortège des voitures présidentielles qui arrivent sur le boulevard, qui part du charbonnage. Enfin, c'est le même quartier, mais charbonnage un peu plus bas, donc vers le camp de Gaulle, le camp le plus important de l'armée française au Gabon. Et donc le cortège présidentiel arrive. Quand vous voyez ces véhicules, vous voyez ces hommes en cravate, qui sont de la sécurité rapprochée d'Ali, c'est que lui-même il est là. Vous n'avez pas besoin de voir sa tête. Ils stationnent tous avec leurs voitures. Ils prennent une dizaine de voitures du cortège présidentiel à l'extérieur du QG des Jean-Pierre. Et les militaires entrent. Les uns en tenue, des autres pas totalement en tenue, mais c'est des milices. Et ils entrent. Et le carnage, s'il vous plaît, dure. Ça part de minuit, de 23 h à peu près, jusqu'à 6 h du matin, jusqu'au lever du jour. On est à 500 mètres de la base la plus importante de l'armée française. Personne n'a trouvé le moyen de lever le petit doigt. 500 mètres de la base française militaire. Il y a des cris, il y a des morts, par centaines. Vers 5h30, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir, au départ, nous on pensait que c'était des vrais pompiers. Non, ils n'ont même pas utilisé des vrais pompiers. C'est avec le temps que je découvre qu'en fait, on les appelle comment? La garde républicaine a aussi des pompiers. Et ce sont ces pompiers qui viennent, qui nettoient le sang. Avec des gros tuyaux qui nettoient le sang. Sur toute la cour, dans certains murs, ils nettoient. Les corps sont embarqués, comme ça, jetés dans des camions. Et dans des ambulances de la GR. Et c'est embarqué. C'est avec cet homme qu'on dialogue, qu'on parle de dialogue. C'est avec cet homme que le gouvernement français ose dire qu'il faut dialoguer avec lui. C'est même les Français qui proposent des dialogues. Hérault et ses amis. Et Hollande. Est-ce qu'Hollande est conscient de ce qui se passe au Gabon? Est-ce qu'Hollande est conscient qu'il y a des mamans qui sont par centaines, qui ont perdu des enfants ou un mari?
La marche dont on parle du 31, s'il vous plaît, ce n'était pas une marche des jeunes. Je suis désolé. Vous avez des cadres de l'administration publique et privée qui étaient devant. C'était les Gabonais de tout âge. C'était les Gabonais on appelle ça comment? Enfin, ils étaient tous riches, pauvres, moyens, machin, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est quoi? De toute échelle? De toutes les catégories sociales. Je n'ai pas tous les mots. Comme le français, moi j'ai appris ça au Gabon. Je n'ai pas tous les mots. Voilà. Ce qui s'est passé au Gabon est un drame sans précédent. Et vraiment, ça fait mal à chaque fois que tu entends un média dire « Ah, finalement, Ali Bongo, il a été contesté, certes, il reste président. » Oui, la contestation de l'élection, c'est une chose. Mais le drame qui a été exécuté par Ali et ses milices est plus grave que tout. Merci beaucoup. Il y a Marceau Manico qui aurait dû être là cet après-midi avec nous, mais il a eu un changement de programme parce qu'il y a aussi une partie de la société civile gabonaise qui se trouve en ce moment à la CPI, parce que nous faisons tout ce que nous pouvons, nous frappons à toutes les portes pour que justice soit rendue aux Gabonais. Vous avez dû le comprendre, pour cette élection présidentielle, la société civile gabonaise aspire au changement, aspire à la démocratie, et c'est pour ça que nous sommes ici dans les locaux du Secours catholique qui abrite la campagne Tournons la page. Tournons la page, on dit qu'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de démocratie sans alternance au pouvoir. Et donc, Tournons la page accompagne tous ces mouvements citoyens qui luttent en Afrique pour l'alternance démocratique dans leur pays. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et pour l'élection présidentielle de 2016, la société civile gabonaise s'est évidemment jointe à l'opposition, puisque le but était vraiment de tout faire pour que nous ayons enfin cette alternance démocratique. Donc on a parfois l'impression que ça se chevauche, parce que Enrique est président de Bracata, qui est un mouvement de la société civile, nous on est à ça suffit comme ça, mais même la candidature unique de l'opposition a été appelée par la société civile, et c'est elle qui a œuvré pour avoir cette candidature unique, parce que nous voulions absolument l'alternance. Donc Marceau est à la CPI, donc avec Georges Paga et le pasteur Punongoussi, pour aussi suivre le dossier qui a été déposé là-bas, pour qu'Ali Bongo et ses compagnons puissent vraiment répondre de leurs actes. Mais il nous a laissé des photos de ce qu'il a vécu lorsque lui aussi il a été arrêté. Il a été arrêté aussi au quartier général M. Jean Ping le 31 août, avant d'être arrêté à nouveau là pendant la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'ils étaient sortis dans les rues pour dire, ils marchaient juste avec une banderole pour dire pas de canne. Parce que depuis le mois d'octobre au Gabon, il n'y a pas d'école. L'école devait reprendre le 1er novembre, il n'y a pas d'école. Les enfants sont dans la rue. Et même quand ils vont à l'école, il n'y a pas de table-banc, les conditions sont exécrables. Mais on a préféré mettre l'argent dans la canne. Ils ont manifesté, ils ont été arrêtés. Donc vous avez tous les sévices qu'il a pu subir. Il a fait des photos de la torture. Vous pouvez voir son dos. Ce qu'on peut mettre en mode diaporama. Donc là, vous avez Marceau sortir de la garde à vue, parce que lui, il a juste été gardé à vue, ils ont pris le temps donc de les frapper. Voilà comment on traite des jeunes qu'on arrête simplement parce qu'ils manifestaient. Ils n'ont pas jeté une pierre, ils n'ont rien cassé, ils n'ont insulté personne, on les a arrêtés. Et voilà comment on les a traités. Donc Marceau a tenu à ce qu'on montre ces photos pour que vraiment les journalistes qui sont là puissent relayer la barbarie qui se vit au Gabon. Malheureusement, elle se vit à huis clos et sous silence. C'est pour ça que ce régime ne cesse d'organiser des divertissements. Quand ce n'est pas la Cannes, c'est la Tropicale Amissa Bongo, c'est tel autre événement. Pour rester au devant de la scène avec le divertissement, pour détourner l'attention des problèmes réels, des problèmes de société. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui vraiment que la société civile reste unie, qu'elle s'unisse à nouveau, qu'elle reste vraiment unie pour défendre les problèmes que rencontrent les Gabonais et se battre contre ce régime. Nous croyons qu'on ne pourra pas avancer vraiment tant qu'on aura cette dictature à la tête du Gabon. Il faut qu'on se mobilise vraiment pour la faire tomber. Donc on va passer on va avoir quelques minutes juste pour les questions, pour ceux qui veulent intervenir.